Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver dans ces cadres encore une nouvelle fois pour parler de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu et des avancées que nous enregistrons sur terrain. Vous avez suivi les derniers jours qui avaient, dans un élan de transparence, une évaluation qui a été effectuée au niveau de l'Assemblée nationale devant la Commission Défense et Sécurité, où sont successivement passés les ministres de la Défense, de l'Intérieur et de la Justice pour parler et répondre aux questions des honorables députés. Nous aurions dû être avec notre collègue de la Justice, mais elle est prise encore dans une réunion urgente. On aura le temps de revenir avec elle. Donc ce soir, nous allons échanger avec les collègues de droits humains. Depuis les lancements de l'état de siège, nous communiquons constamment sur le progrès que nous enregistrons. Aujourd'hui, nous avons choisi de faire un focus spécial sur la question des droits humains parce qu'on en a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Le collègue à ma droite vient d'y revenir. Il y est resté plus de 2 semaines. Il a été partout avec les militaires. Il a parlé avec les différents représentants de la société civile pour voir comment l'état de siège est vécu et les différentes conséquences que cela a dans la vie de la population pour ce qui concerne le volet qui est le sien, qui constitue le droit humain. Mais en même temps, il y a eu quelques jours, vous avez suivi, à la suite de l'ordonnance qui a été signée le 4 juillet, créant le programme DDRCS, désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et sociale. Le président de la République a pris une autre ordonnance pour désigner cette fois-ci les animateurs de ces programmes qui étaient très attendus parce que les officiers en opération, comme vous l'avez déjà remarqué, enregistrent quotidiennement des redditions de la part de miliciens de différents groupes armés. Et cette vague de redditions doit être impérativement encadrée. Je crois qu'il est important de relever la particularité du programme DDS qui a été mis en place, qui constitue la fusion du programme de démobilisation, désarmement, réinsertion et du programme de stabilisation et de reconstruction qui avait été lancé il y a quelques années par l'abbé Malou Malou d'heureuse mémoire. Et donc, le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, en sigle PDDRC, est un programme qui a pour objectif principal de s'assurer de la réintégration à la vie civile de miliciens qui désarment, parce que très souvent, nous avons entendu des gens parler, dire, bon, on va aller prendre le même, vous allez refaire une opération de mixage, de brassage, mais ici, l'objectif est clair. Il a aussi pour objectif de promouvoir donc la stabilité par la réintégration des ex-combattants dans la vie civile au sein de communautés et non pas au sein de forces armées de la République démocratique du Congo, dans une logique de rétablissement de la cohésion sociale grâce au développement économique durable et au soutien de leurs moyens de subsistance conformément au plan de développement local et au processus de planification participative. Donc je pourrais voir dans quelle mesure vous donner une copie de l'ordonnance parce qu'il est important que le journaliste qui suive ces questions de sécurité sur l'état de siège soit bien informé sur l'esprit de cette ordonnance qui rencontre à la fois nos efforts à nous et les efforts de la mission des Nations Unies pour la stabilité en RDC qui permettra de prendre en charge les volets de cette question. Vous avez vu aussi qu'il y a un groupe des forces spéciales du gouvernement américain qui est arrivé à la demande du président Tshisekedi. Ils vont faire une évaluation de notre stratégie et de notre plan pour combattre le terrorisme parce que vous avez vu que ceux qui sont patriotes et qui se sont égarés, qui sont dans les groupes armés, répondent à l'appel du pays et ils reviennent dans leur rang. Ils se rendent et on voit dans quelle mesure on peut organiser leur intégration à la vie civile. Mais vous voyez qu'il y a d'autres qui résistent et qui continuent dans leur folie à faire des représailles en s'en prenant à nos populations et en sémant la terreur. Cela, c'est des terroristes, il faut que les choses soient dites de manière claire. Il y a les condamnations que vous avez suivies de la part de beaucoup de pays de la communauté internationale et cette fois-ci, dans le cadre du partenariat privilégié pour la paix et la prospérité
et la protection de la nature que nous avons avec le gouvernement américain, il y a ces experts qui sont arrivés pour voir comment nous appuyer justement dans la stratégie pour combattre ces terroristes. Voilà en liminaire ce que je pouvais dire en termes de mots introductifs à cet échange que nous voulons dans les mêmes esprits transparents et dans les cadres du sujet qui est les nôtres, qui est bien circonscrit. Je veux passer la parole à mon collègue de droits humains qui aura l'occasion de vous dire ce que lui, il a observé sur place et les efforts qui sont faits par le gouvernement au sujet des droits de l'homme. J'espère que vous tous, vous avez lu le dernier rapport du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme qui a clairement salué les efforts du gouvernement congolais et qui a noté la réduction de 14% de taux de violation. Mais l'objectif ici pour nous, les droits humains, c'est par conviction. Et donc ce n'est pas quelque chose que nous faisons parce qu'on nous oblige, nous y croyons. C'est ce qui justifie d'ailleurs la présence au gouvernement d'un ministre des droits humains. Monsieur le ministre, chers collègues, je vous donne la parole pour vos mots introductifs. Merci beaucoup. Premièrement, je tiens à saluer mesdames et messieurs les journalistes ici présents, mais à travers eux, saluer de manière toute particulière les grands animateurs du ministère de la Communication. On était habitués à une certaine procédure de communiquer. Nous avons aujourd'hui cette conviction qu'on peut aussi organiser autrement les choses. On était habitué dans un format compte rendu du Conseil des ministres. On était habitué à une certaine formule, mais nous nous rendons compte que les choses ont été modernisées et tout à votre honneur, Excellence, Monsieur le ministre. Et cela étant dit, la crise que nous vivons en République démocratique du Congo remonte de plusieurs années. Et on ne reprochera pas au gouvernement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, d'avoir la volonté de faire la différence sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui déjà, dès le premier conseil des ministres, justement, avait annoncé les couleurs en exprimant clairement sa volonté, sa décision de proclamer l'état de siège dans les deux provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. L'état de siège proclamé, c'est pour résoudre un certain nombre de problèmes. Le principal, c'est de ramener la paix à l'est de la République. Vous savez que nous sommes dans un programme basé sur les résultats. Et c'est ce que nous avons eu à rappeler aux uns et aux autres parmi les dirigeants de ces différentes provinces. Et nous avons constaté effectivement qu'il y a une grande volonté, que ce soit à Bunia, quand je parle de Bunia, c'est de l'Ituri justement qu'il s'agit, tout comme à Goma. Déjà avec la décision de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, d'aller s'installer au cœur du drame du Nord Kivu, c'est-à-dire à Beni, cela dénote de la volonté justement de résoudre les problèmes. On n'a pas construit Rome en un jour. Il y a très longtemps que cette crise a commencé, mais il y a énormément de progrès qui sont faits. Il y a eu un certain retard dans la transmission des dossiers judiciaires, je parle dans le volet judiciaire, de juridiction civile vers les juridictions militaires pour leur prise en charge. Et nous savons que ça ne se fait pas toujours de manière automatique, mais cela étant fait, maintenant on est en train de régulariser certaines détentions, mais aussi les juridictions civiles qui ont commencé à travailler dans le volet des dossiers civils, mais aussi les tribunaux pour enfants qui ont repris du service après la proclamation de l'état de siège et une collaboration qui est franche. Vous savez que tout homme, déjà un civil, lorsqu'il exerce une parcelle d'autorité, le premier réflexe c'est d'en abuser. Dans le cadre de la proclamation de l'état de siège, plusieurs partenaires, plusieurs même compatriotes avaient pensé que l'état de siège serait utilisé comme un alibi pour violer les droits de l'homme. Cela est très loin d'être le cas et c'est pourquoi d'ailleurs le chef de l'État avait décidé de nous envoyer sur terrain comme en tant que ministre des droits humains, renforcer les capacités des différents acteurs.
les militaires, les policiers, les magistrats militaires comme civils, les agents de service. Et c'est ce à quoi nous nous sommes attelés en organisant des ateliers justement de renforcement des capacités. Déjà, avec les réunions, avec les différents membres du Conseil de sécurité et ces différents ateliers, on a offert une occasion aux différents acteurs militaires, policiers, acteurs de la société civile, activistes de droits de l'homme, cela s'entend, de dialoguer, d'échanger dans le cadre justement des droits humains. Et c'était un exercice très merveilleux pour chasser certaines zones d'ombre, certains malentendus entre ces différents acteurs. Et nous voyons qu'avec notre passage, avec l'inspection que nous avons par exemple effectuée au niveau des prisons, nous avons par exemple rappelé aux différents gouverneurs que devant certains retards observés par le gouvernement central, c'est quand même Kinshasa, c'est plusieurs kilomètres, il y a des problèmes de logistique qui peuvent se greffer. Le pouvoir provincial peut justement prendre les relais du pouvoir central en ce qui concerne la gestion des prisons, puisque la gestion pénitentiaire est du domaine concurrent, c'est un pouvoir concurrent entre le pouvoir central et le pouvoir des provinces. Mais nous pouvons affirmer sans embâche qu'il y a une réelle volonté de ces différentes autorités militaires à aller de l'avant, à réduire les poches d'insécurité, et c'est ce qu'on a constaté avec les rendus, comme on les appelle, qui sont très nombreux dans les différents sites où ils sont casernés. Il nous revient maintenant, puisqu'il est important que les gens le sachent, les ministres, une équipe du ministère des Affaires sociales séjourne au Nord Kivu. Le ministre lui-même va suivre, si je ne m'abuse, le mercredi, pour rencontrer les différents besoins de ses compatriotes qui ont écouté l'appel du chef de l'État et qui se sont rendus pour être, comme vous l'avez dit, être formés, être encadrés pour reprendre la vie civile. Donc nous pensons que l'espoir est permis. Pour une fois depuis autant d'années qu'on a proclamé l'état de siège, donnons la chance à ce processus. Nous savons qu'il y a moyen de ramener la paix à l'est de la République, parce que cela freine même toute action de développement, et c'est toute la volonté, tout l'engagement du chef de l'État à ramener la paix dans l'ensemble de la République. Et d'ailleurs, à ses propos au 13e Conseil de ministres, au 14e, le président de la République avait dit dans sa communication qu'il a été demandé à tous les ministres sectoriels de voir dans leurs prérogatives respectives s'il y a moyen de trouver des mécanismes pour résoudre les problèmes des différents ordres. Parce que le problème de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo ne peut se résoudre que par la composante militaire. Il y a une composante sociale, une composante économique, une composante foncière. Le tout doit être combiné pour réussir à régler la situation. Donc on va commencer notre série de questions avec Laurette Mandala. Merci Excellence, merci. Je n'avais pas prévu une question, mais voilà, vous m'avez donné l'occasion d'y jouer directement. Alors, Monsieur le ministre des Droits humains, ma question va directement par rapport à l'affaire de déplacement des bandits que nous appelons communément Kuluna vers Kanyamaka CC. Alors, depuis un certain temps, on a vu une troisième vague qui est allée à Kanyamaka CC. On en parle, mais moi j'aimerais savoir par rapport au respect des droits humains. Dans quelles conditions vivent-ils à Kanyamaka CC? Nous apprenons qu'il y a des fuites, il y en a qui quittent ces camps, qui rentrent à Kinshasa. Comment est-ce qu'ils sont pris en charge? Devons-nous considérer Kanyamaka CC comme une autre forme des prisons? Mais dites-nous réellement dans quelles conditions ces personnes qui sont transportées de Kinshasa vers Kanyamaka CC vivent. Merci. Merci. Ça sort un peu du sujet, mais je crois que c'est une question que les gens se posent beaucoup. Oui. Le ministre des Droits humains va vous dire, de toute façon, sur cette question, il faut retenir une chose, c'est la volonté de ramener la sécurité dans nos milieux urbains. À tous les conseils de ministres, si vous suivez bien, nous parlons de l'état des territoires, et on nous rapporte que dans les villes comme Kinshasa, Matadi, d'où vient le ministre Pouela, ou encore Lubumbashi, il y a une hausse
de cas de criminalité. La volonté du gouvernement, c'est justement de voir comment vider les centres urbains et donner la perspective à ces jeunes qui s'égarent. Mais je laisse le ministre des Droits humains continuer la question et puis on va prendre les autres questions sur le sujet du jour. Merci beaucoup Madame Laurette Mandala, c'est un plaisir de vous retrouver. La question est très délicate. Il est important que les Congolais vivent en paix chez eux. Et le Kuluna, c'est un phénomène très nocif pour notre société et il est important qu'on débarrasse nos villes. Et la plupart des grands centres sont aujourd'hui infestés de ce phénomène. Et ce phénomène qu'on a entretenu, malheureusement, nous pose des problèmes. Mais à l'état actuel des choses, nous venons d'arriver aux affaires, c'est vrai, nous avons 100 jours. Nous avons commencé par faire la ronde des différentes maisons carcérales, encore que nous n'avons pas encore fini. Nous programmons avec l'accord de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, d'effectuer un tour. Si je vous parlais des conditions de vie à Kanyamakassé, c'est maintenant, je serais un menteur, parce que je ne suis pas encore arrivé, mais il y a un programme, c'est prévu que nous puissions nous y rendre certainement. Mais ce serait bien d'ailleurs de prendre une délégation de journalistes. Des journalistes, oui, qui pourront nous accompagner. De leurs propres yeux. Ouais. On va prendre Israël Moutala. Merci Monsieur le ministre pour la parole. Monsieur le ministre, j'ai deux petites préoccupations. Lesquelles des ministres? Monsieur le ministre des Droits humains. Écoutez, la première question, c'est en rapport avec votre ministère. Chaque ministre des Droits humains qui arrive fait la ronde de prison. Ouais. Le problème, il est structurel. Et quand il repart, son successeur fait la même ronde, constate les mêmes violations, que les gens sont incarcérés, ils sont privés de leur liberté, de leurs droits, et il promet que ça va s'arranger. Quelle est la solution définitive, structurelle, par rapport à cette question des violations des droits des prisonniers ou des gens, des prisonniers, des présumés criminels? Il y a cette question-là qui est importante. Il y a la question ici, que j'aimerais embrayer encore sur la question de ma conseillère Laurette, sur le phénomène banditisme urbain avec les Kuluna. On a vu que Israël, on parle l'état de siège. Est-ce qu'il n'y a pas une question sur l'état de siège pour qu'on reste sur le sujet? C'est l'objet de la communication. D'accord. Donc, sur l'état de siège, on a vu justement, est-ce que la société civile sur place à Beni et à Lituri avait demandé à ce que l'état de siège, qu'on puisse restituer justement aux civils les prérogatives judiciaires et que les militaires se concentrent plutôt sur les aspects opérationnels de la guerre. C'était une mesure de bon sens qu'avait demandé la société civile. Est-ce que vous avez accédé à leur requête de manière satisfaisante, pleine et totale, pas au niveau de certaines juridictions, mais de toutes les juridictions civiles, pour que la vie civile ne soit pas perturbée dans la mesure du possible? Merci. Allez-y. Merci beaucoup, M. Israël Moutala. Le problème est plus complexe qu'il ne paraît. Sur le plan doctrinal, parmi les conséquences de la proclamation de l'état de siège, c'est que les juridictions civiles sont mises en veilleuse. Mais il y a moyen de rationaliser justement cet état de siège. C'est pourquoi, entre autres, consécutivement à notre passage dans ces zones où l'état de siège a été proclamé, je viens de vous apprendre que les juridictions civiles ont repris dans les aspects civils. Les tribunaux pour enfants ont aussi repris du service. C'est une requête qui mérite d'être examinée. Nous allons l'examiner avec les différents acteurs parce qu'il y a des problèmes. Ça, nous devons en convenir. Mais lorsque nous sommes dans une zone opérationnelle comme celle-là, où l'état de siège est proclamé, il y a des infractions liées à la vie militaire. Vous n'allez pas juger de la même manière quelqu'un qui a pris un objet contendant quelconque, un bâton, qui blesse quelqu'un, avec quelqu'un qui prend des armes, qui massacre des gens. Il y a la procédure militaire qui a ses particularités et ce sont des militaires pour certains qui touchent les armes. Il faut la justice militaire pour cela. Mais en ce qui concerne les infractions civiles,
c'est tel qu'on peut le dire. Je pense que la question mérite d'être examinée. Je pense que les uns et les autres, puisque la question a été posée, elle sera examinée. Mais déjà, avec l'effort qui est fourni, avec déjà les affaires civiles qui commencent encore à être examinées par les juridictions civiles, c'est une avancée. Nous pouvons aller progressivement. C'est comme l'état d'urgence qui est passé de 22h à 23h aujourd'hui. Le couvre-feu, qu'est-ce que je dis? Le couvre-feu, merci. Le couvre-feu qui est passé de 22h à 23h. Donc nous pouvons aller progressivement. On ne peut pas aller du tout au tout à la fois. J'ai une petite préoccupation. Oui. Il y a eu une décision qui a choqué l'opinion, Oui. qui a été prise pendant l'état de siège. C'est ce qui justifie un peu les dérives de l'état de siège. On a vu 2 militaires, 2 officiers se livrer à une rixe, à être condamnés à la perpétuité. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce sont les avis justement qui démontrent que l'état de siège n'est pas approprié, parce que pour une risque, on ne peut pas condamner 2 officiers militaires à la perpétuité. Vous, en tant que ministre des Droits humains, vous ne trouvez pas que cette condamnation est excessive, elle est cynique? Merci beaucoup. Je pense que c'est pourquoi je vous ai dit la justice militaire a une logique, a certaines logiques que la justice classique ignore. Je pense aussi qu'il est ouvert à ces majors et capitaines une voie de recours. À notre sens, en tant que ministère des Droits humains, parce que à chaque infraction est attachée une peine. C'est pourquoi nous insistons toujours, pas d'infraction qui n'ait été au préalable prévue par la loi. Et pas de peine non plus qui n'ait été prévue par la loi. Est-ce que la sanction a un combat, a des coups et blessures? Est-ce que c'est la peine capitale ou la perpétuité? Il faut interroger la loi, et c'est pourquoi, puisque parmi les principes sacro-saints des droits de l'homme, et même le noyau dur, c'est les principes qu'on ne doit pas violer, de la légalité des délits et des peines, mais aussi le double degré des juridictions. Dans ce sens, on ne peut pas leur priver de ces droits-là. Ils peuvent aller en appel, c'est excessif à mon sens, j'en conviens, mais ils peuvent aller exercer la voie de recours pour que cette décision soit réexaminée. Tout est ouvert. Pascal Moulegua, mais sur cette question, si je puis me permettre un commentaire, l'état de siège, je crois, nous l'avons dit ici, c'est la cour martiale. Voilà. Ça veut dire que pendant l'état de siège, je sais que beaucoup de gens confondent. Il y a 2 ordonnances, malheureusement je me rends compte qu'on ne les lit pas toujours, qui spécifient comment l'état de siège va fonctionner et qui expliquent clairement les degrés d'implication ou de fonctionnement de gouverneurs militaires sur certaines questions. Et pour ce qui concerne les questions par exemple liées aux militaires, il faut savoir que les militaires sont jugés plus durement qu'ils ne les sont en temps normal. Et donc, il faut regarder l'ordonnance. C'est pour ça que nous avions... la ministre de la Justice d'État, de toute façon, elle est disposée. Elle pourra aller répondre à ces questions en long et en large pour nous donner tous les détails. De toute façon, pour nous, l'idée, c'est d'être transparent, de dire ce que nous faisons, de reconnaître. Parce que lorsque vous parlez des prisons, vous dites qu'il faut des réponses structurelles. Israël Moutala, vous êtes journaliste économique, vous le savez qu'il faut des moyens. Dites-moi de quand datent les problèmes structurels de ce pays et dites-moi si dans le temps qui nous est imparti dans le cadre de notre mandat, nous serons en mesure de régler tous les problèmes structurels liés à ça. Et donc ici, il faut noter la détermination et la volonté d'y arriver. Pascal Moulegua. Merci. Monsieur le ministre, vous avez parlé du programme DDRC, mais le docteur Denis Mukwege, qui est prix Nobel, s'est dit choqué par la nomination d'un ancien chef rebelle à la tête de ces mécanismes. Avez-vous une réaction du gouvernement à propos? Comment est-ce un ancien chef rebelle peut mener un processus de paix? Monsieur le ministre des Droits humains, quel état faites-vous du respect des droits de l'homme dans les 2 provinces sous état de siège? Surtout que l'ONU a noté ces derniers jours la multiplication des détentions. Les cas d'un militant de la lucha, ça fait maintenant 1 mois. Il y a aussi des exécutions extrajudiciaires, telles que dénoncées régulièrement. Quel état faites-vous par rapport à cela? Merci. Exécution extrajudiciaire, je crois que
je n'en ai pas entendu parler moi, mais pour vous répondre à votre première question, vous savez, le docteur Mukwege, je l'ai rencontré à Bukavu. C'est une des voix congolaises qui porte le plus et nous sommes tous fiers de son combat. À ma suite d'ailleurs, le collègue qui a séjourné à Bukavu a aussi eu l'occasion de le rencontrer. Donc il a des avis qui comptent. Je voudrais simplement relever à l'attention de tous ici que nous voulons vivre dans un pays réconcilié où tout le monde a un passé. Je ne voudrais pas commencer à citer les noms des rebelles ou d'anciens chefs rebelles pour ressasser le passé de chacun. Aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est de regarder l'avenir. Parce que le profil de celui qui doit diriger le programme des DRCS, c'est un profil qui doit répondre à un certain nombre de critères. On pourra organiser peut-être, le moment venu, vous donner le curriculum vitae de M. Tommy Tambwe qui a été nommé. Vous pourrez voir que dans son parcours, il a le bagage qu'il faut, il parle les langues locales, il connaît la situation. Et après, s'il faut regarder sur le passé de chacun de nous, on trouvera toujours des choses à redire. Mais ici, il faut regarder la volonté qu'il y a et les demandes pressantes qu'il y avait au niveau de l'état-major général de prendre en charge, parce que les militaires sont en opération, les rendus qui sont regroupés depuis déjà plusieurs mois, parce que depuis le début de l'état de siège, on enregistre des rendus tous les jours. Ces rendus doivent être pris en charge et versés dans un programme qui leur permettra de réintégrer la vie civile. Nous voulons plutôt nous focaliser sur ces besoins-là, y apporter les réponses pour permettre à nos militaires d'être soulagés progressivement au fur et à mesure qu'ils récoltent le nom de rendu. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. L'état des lieux des droits de l'homme dans ces deux provinces, il y a des avancées. Lorsque vous parlez des exécutions extrajudiciaires, je sais pas ce que vous avez un cas précis. Ne parlez pas des abus qui peuvent arriver, mais quand vous parlez de l'exécution, ça a une lourde charge émotionnelle. Et qui a été exécuté et par qui? C'est dans les rapports du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Non, on ne parle pas d'une justice, par exemple, ou d'un peloton organisé pour exécuter. Il y a des bavures qui peuvent arriver, parce que vous n'allez pas dire pendant qu'on mène des actions, vous avez des militaires qui vont en face des ennemis, parce qu'ils sont en train de combattre pour pacifier le pays. Vous n'allez pas parler d'une exécution, ça c'est la guerre, parce qu'on doit pacifier le pays. Mais en notre sens, parce que nous avons quand même des représentants sur le terrain, on n'a pas appris, parce qu'il y a eu, souvenez-vous, un journaliste, malheureusement, qui a très mal compris les propos de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire du Nord Kivu, qui a relayé une information selon laquelle il n'y aurait plus de place dans les prisons de Goma et que quiconque serait attrapé en flagrant délit de vol serait pendu haut et court. C'était très mal rendu et c'était faux. Vous êtes rendu compte que nous avons fait un communiqué et les gouverneurs militaires avaient directement fait un démenti à travers son porte-parole que nous saluons. D'ailleurs, je sais qu'il est en train de nous suivre. Donc vous pouvez être rassurés là-dessus. Il y a de grands efforts qui sont fournis. Mais ce n'est pas du jour au lendemain. Une situation qui était critique pendant très longtemps, on ne va pas la résoudre du jour au lendemain. Mais il y a des efforts, je l'ai dit dans mon mot d'introduction, on ne nous reprochera pas de manquer de volonté. Mais aussi, nous devons savoir que de plus en plus, et vous le suivez, chaque fois que le chef de l'État sort, il parle de la justice transitionnelle. Pour revenir au premier aspect de votre question. La justice transitionnelle voudrait, contrairement à la justice classique, de mettre l'accent sur les victimes des crimes graves. Dans les jours qui viennent, vous entendez parler d'un établissement public qui verra le jour, un fonds d'indemnisation, un fonds de réparation des crimes graves. Et il y a des piliers dans la justice transitionnelle. Il y a la réparation. Aujourd'hui, on peut parler d'une personne impliquée dans tel conflit, tel autre conflit, encore que sur le plan des droits de l'homme, il y a toujours eu ce qu'on appelle, tant que la culpabilité n'a pas été établie par un jugement coulé en force des choses jugées, tout reste dans le cadre des spéculations. Mais il est important qu'on soit regardant. Aujourd'hui, avec plus de 14% de cas positifs ou d'avancées dans le cadre du respect des droits de l'homme, nous devons embrayer sur cela pour ne pas toujours être prompt, ne pas toujours être pressé de parler de tout ce qui est négatif.
14%, c'est quand même beaucoup, et nous avons reçu des félicitations des différents partenaires. Nous devons avancer dans ce sens-là et nous continuer à tirer notre pays vers le bas, parce qu'avec l'amélioration des droits humains, ça nous donne beaucoup d'avantages, même dans le cadre de la coopération multilatérale comme bilatérale. Je vous remercie. Voilà, prochaine question, Élisée Odia. Bonsoir, Monsieur le ministre. Toute personne qui s'attaque à l'état de siège sera interpellée, jugée, entendue et condamnée. Ces affirmations ne sont pas de moi, mais du porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. N'est-ce pas là une preuve que les droits de l'homme ne sont pas respectés ou sont en passe d'être violés dans ce coin du pays? Merci beaucoup. Je pense que je l'ai dit. Il n'y a pas, dans un état dit de droit, ou dans un état qui se veut de droit, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de peine qui n'ait été prévue par la loi. Faire le contraire, c'est aller à l'antipode de l'état de droit. Il peut arriver des écarts de langage. Ça peut arriver à quiconque. Mais dans les plans de l'arsenal juridique, nullum crimen nulla povena sine lege. C'est-à-dire, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de peine qui n'ait été prévue par la loi. Je pense qu'on ne peut pas se focaliser sur des propos peut-être qui sont sortis comme ça, mais en termes d'état de siège et dans un état de droit, il n'y aura pas d'infraction qui n'ait attaqué l'état de siège. Dans quel sens? Faire des critiques, mais pendant l'état de siège, la liberté de penser, la liberté d'expression ne sont pas annihilées. Je voudrais sur cette question justement, j'ai devant moi, je crois qu'on vous l'a distribué, l'ordonnance portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire. Je veux vous lire quelques dispositions. Article 4. Dans l'accomplissement de leur mission, les autorités provinciales militaires sont investies des prérogatives exorbitantes de la légalité normale, dans la limite du respect de la dignité humaine, du respect de la vie et de la propriété privée. Elles ont notamment le pouvoir, il y a plusieurs points, parmi lesquels interdire les publications et les réunions qu'elles jugent de nature à exciter ou à porter atteinte à l'ordre public. Interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et les heures qui fixent. Je vous donnerai les documents après. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas confondre. L'état de siège, on arrive à l'état de siège lorsqu'une partie de l'intégrité du territoire est menacée. Ce n'est donc pas un état normal. C'est justement le fait que les choses se soient passées telles qu'elles se soient passées, parce que nous avions reçu beaucoup de critiques au début de l'état de siège. Les gens pensaient que ce serait une ouverture pour des abus, entre guillemets. Vous avez vu que des abus qui étaient attendus ne sont pas arrivés, parce que ce n'est pas cela l'esprit. Mais les gens ne doivent pas confondre l'état de siège à un état normal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qui que vous soyez, député national soit-il, vous pouvez être, mais vous n'avez pas le droit, pendant l'état de siège, de tenir de réunions qui peuvent, si le gouverneur militaire estime porter atteinte à ce qui est organisé, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas non plus vous prévaloir de vos immunités, parce que nous sommes dans une période où on veut rétablir l'intégrité territoriale. C'est l'antichambre d'un état de guerre. Et vous savez que c'est un état d'exception, il ne faut pas qu'on les perde de vue. C'est ici l'occasion de rappeler aux uns aux autres. Parce que nous voyons qu'il y a des critiques qui viennent, qui fusent. Il faut toujours garder ça à l'esprit. Je crois que je vais organiser, quand vous redistribue l'ordonnance sur l'état de siège, qui vous donne l'ordonnance portant mesures d'application de l'état de siège, pour qu'à chaque fois que vous entendrez des choses dites dans les provinces du Nord Kivu ou de l'Ituri par qui que ce soit, que vous preniez le soin vous-même de regarder si c'est conforme, parce qu'il est aussi dit, je ne suis pas juriste, que nul n'est censé ignorer la loi. Votre deuxième question, et puis on va progresser parce qu'on doit libérer l'antenne. Est-ce qu'on a le droit de critiquer, oui ou non, l'organisation, le déroulement de l'état de siège? Je crois que depuis le début, il y a des critiques. Mais pourquoi pensez-vous que les membres du gouvernement sont passés
devant la commission défense de l'Assemblée nationale. Pourquoi pensez-vous que nous venons nous exprimer ici? Pourquoi pensez-vous que le porte-parole de l'armée et de la police était avec moi ici pour s'exprimer? C'est pour vous dire que nous connaissons la sensibilité du sujet. Nous tenons aux libertés. Le président de la République est lui-même issu d'un parti qui a fait le combat pour la liberté, justement. Et donc nous ne pouvons en aucun cas œuvrer pour mettre à mal la liberté de certains compatriotes. Rita Bitota. Il nous reste 15 minutes. On va prendre 3 ou 4 dernières questions parce que il faut libérer le temps d'antenne pour le journal. Merci, Monsieur le Ministre, pour la parole. J'ai 2 petites préoccupations. La première concerne l'arrivée des experts militaires américains au pays. Alors déjà, des voix se lèvent pour condamner cette option. On estime que certains vont même jusqu'à dire que c'est de la naïveté de notre part, parce que partout où les Américains sont passés, on sait très bien qu'ils n'ont pas su imposer la paix. Est-ce que ce n'est pas une erreur de la part de la RDC? Est-ce que ceux qui pensent que ça a été une erreur, est-ce qu'ils ont tort? La deuxième question concerne justement les auditions qu'il y a eu dernièrement à l'Assemblée nationale. À l'issue de ces auditions, le président de la Commission Défense et Sécurité a relevé le fait qu'il y a nécessité que certains détails soient recadrés. Alors au niveau du gouvernement central, quelles sont les failles que vous avez relevées? Et puis la dernière préoccupation, c'est que c'est vrai, on enregistre des redditions, mais le plus grand problème, c'est l'encadrement de ces éléments. Parce que tout récemment, en Ituri, s'est rendu, étaient en train de se plaindre, ils étaient abandonnés à leur sort, il n'y avait pas de financement de la part du gouvernement. Et puis les programmes de démobilisation et réinsertion, on en a connu dans ce pays, mais pas vraiment de résultats, on n'a pas atteint les résultats attendus. Est-ce que vous pouvez nous rassurer que cette fois-ci, ça sera la bonne? Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez posé finalement 3 ou 4 questions, il n'y a pas de problème. On va commencer par la dernière. J'ai parlé tout à l'heure de l'ordonnance qui crée le programme DDRCS. J'ai parlé de la nomination de son animateur et de la nécessité pour nous de prendre en charge immédiatement ceux qui s'y rendent. Ils sont évalués, le Premier ministre l'a dit récemment dans sa communication, à 3524. Et chaque jour, il y a des redditions parce que les militaires continuent de travailler. D'ailleurs, mon collègue qui est à ma droite l'a constaté quand il était sur place. Et donc, mais pour ce qui concerne ce que nous, on a noté comme difficulté durant l'application de l'état de siège, je crois que le Premier ministre l'a révélé. Il y avait justement beaucoup de préoccupations sur l'administration de la justice. Nous étions sur place avec le président de la République, nous y avons fait 3 semaines. Il y avait des plaintes de la société civile. Je crois que quand nous sommes revenus, immédiatement après, la ministre de la Justice a pris une circulaire qui permettait à la justice civile d'opérer. Je parle sous le contrôle de mon collègue qui est juriste, qui pourra me compléter sur le sujet. Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes conscients de ce que cela représente comme responsabilité d'installer l'état de siège. Nous sommes conscients aussi que durant cet état de siège, il y a des réalités auxquelles nous devons impérativement faire face dans un terrain où des problèmes perdurent depuis 20-25 ans. Mais il ne faudrait pas nous reprocher de manquer de volonté. De toute évidence, nous ferons de notre mieux pour répondre à toutes les préoccupations. Alors, au sujet de l'arrivée des experts militaires américains, il ne faut pas qu'on se lèse. Ici, c'est sur notre armée que nous devons compter en primeur. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons lancé le programme Bendele Koyate. Nous allons le relancer bientôt parce que l'éruption nous a perturbés. Mais sur qui voulez-vous qu'on compte en premier si ce n'est pas notre armée? Moi, je me désole très souvent de regarder, de voir comment de manière, parfois, excusez-moi le terme, légère, nous tous, on s'en prend à nos militaires, on s'en manque, on rigole. Mais est-ce que vous avez conscience des sacrifices que ces hommes et ces femmes consomment pour la protection du pays? Les militaires, les enseignants, les personnels médicaux. Parfois, lorsque on dit des choses sur notre armée, il faut se regarder. Alors, l'armée, là, vous la diabolisez, mais quand est-ce que vous aurez une autre? Le président de la République est arrivé, il a trouvé l'armée avec laquelle il travaille. Si vous regardez, le chef d'état-major général est resté le même. Il ne faut pas demander au président Tshisekedi, même par pouvoir magique, de créer une armée en 5 ans. Ce ne serait pas républicain, parce que nous devons bâtir avec ce que nous avons. Donc, il y a des efforts qui sont faits dans le cadre du renforcement de l'armée, mais c'est dans le cadre de ces efforts, parce que nous faisons face
au terrorisme qui est une menace mondiale. Il y a une coalition mondiale qui existe contre Daesh, qui a tenu des réunions. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundo, l'a pris par là-bas. Et c'est donc ce qui se passe chez nous ici, c'est un embryon. Vous savez que nous avons 9 voisins. Si on laisse ces concerts des terroristes et ces métastaser, mais toute la région sera perturbée et ça entachera la sécurité du continent et la sécurité mondiale. Et donc, dans le cadre, puisque nous sommes en partenariat avec le gouvernement américain, les experts qui sont spécialisés sur les questions de terrorisme sont arrivés. C'est notre armée qui fera la bataille. Ils viendront regarder les plans, quel type d'appui, quel type de besoins, quel type de renseignements, et nous verrons comment avancer. Donc ici, il faut considérer que c'est une coopération qui a pris forme, et d'ailleurs, nous devons nous réjouir de voir les Américains les premiers à se mobiliser à ce niveau-là, en dehors des amis kenyans qui viennent dans le cadre de la FIB avec la MONUSCO, mais nous souhaitons que d'autres pays, d'ailleurs, s'ils sont disponibles, les termes, nous pourrons en convenir, pour que nous puissions avoir une armée forte et puissante, capable de défaire ces terrorismes, parce que ceux-là ne se rendent pas comme les autres miliciens des groupes armés nationaux. Monsieur le ministre, peut-être un commentaire sur ces questions. Non, nous pensons que dans le cadre de la collaboration, lorsqu'il y a des situations qui menacent la paix, nous l'avons suivi juste avant que l'ancien président de la République n'entende, ou lorsque la crise s'était exacerbée, on avait fait appel à d'autres forces étrangères, les forces zimbabwéennes, les forces angolaises, nous nous en souvenons. Je pense que tout est question de volonté, question d'encadrement. Ce n'est pas parce qu'on fait appel à des forces ou à des experts étrangers qu'on va hypothéquer notre souveraineté nationale. C'est une question de bon sens et de principe, de savoir encadrer ce qui doit être fait. Mais cela dénote de la volonté expresse, la volonté du chef de l'État à ne rien négliger, à tout mettre sur la table, à tout mettre de son côté pour que nous puissions avancer, pour que nous ramenions la paix en République démocratique du Congo. Cela est très important. Vous avez presque tout balayé. Merci. Dominique Mukenza. Jules, on va finir avec toi. Il est où, Dominique? Il est Voilà, Dominique, il faut faire vite. Nous devons libérer l'antenne pour le journal, s'il vous plaît. Merci, Son Excellence. J'ai une seule préoccupation, je la pose au porte-parole du gouvernement. Il y a blocage dans la désignation des animateurs de la CENI. C'est dialogue... l'état de siège. Bon. Non, c'est moi qui demandais à vous. Le dialogue pour dégager un consensus piétine. À la place, nous assistons à des correspondances. Les confessions se réunissent séparément. Quel est votre commentaire là-dessus? Mais quel commentaire vous voulez que je vous donne, cher Dominique? Le Premier ministre a répondu à cette question au cours de sa dernière sortie dans le cadre de 100 jours. Nous, comme gouvernement, qu'est-ce qui est attendu de nous dans le cadre du processus électoral? Les financements, la mise à disposition de moyens pour la Commission électorale nationale indépendante. Aujourd'hui, le gouvernement n'a aucune responsabilité dans les choix des animateurs de la CENI. Nous suivons avec attention la question, vous avec nous sûrement. Et lorsque les gens parlent de dialogue, mais de quel dialogue on parle encore? Pour parler de quoi? Vous vous souvenez qu'il y a même pas une année, le président de la République a initié des consultations plurielles qui ont pris 1 mois. Il a parlé avec toutes les forces représentatives du pays, les forces politiques, les forces sociales, et au terme de ces consultations, il est ressorti un plan qui veut que les élections se tiennent entre autres dans les délais, parce que nous tous, nous avons convenu, il y a un gouvernement de l'Union sacrée qui a été mis en place avec toutes les forces qui ont été consultées. Alors un dialogue pour parler de quoi? Pour parler de l'organisation des élections, ou pour parler de quoi? Bon, peut-être que le moment venu, il faut spécifier la question, mais ici, ça doit être clair. La volonté du gouvernement, c'est dit et redit, nous voulons faire les élections dans les délais. C'est aussi ici l'occasion de réitérer l'appel que le Premier ministre a lancé aux différents acteurs qui sont impliqués dans ces processus. Ils doivent se dépasser.
Ils doivent se surpasser parce que nous avons le temps qui court. Parce que je lis à gauche, à droite, on parle des glissements. Si vous pensez, si on vous dit que le gouvernement planifie les glissements, c'est une grosse erreur, un fake news. Nous travaillons dans la perspective de l'organisation des élections dans les délais impartis. Ça doit être bien clair et bien noté. Mais pour arriver au dénouement du processus électoral, il y a des processus par lesquels nous passons qui sont fixés du reste par l'Assemblée nationale. Les différentes composantes sont en pleine discussion. Nous espérons qu'ils vont faire vite pour permettre au gouvernement d'avoir un interlocuteur avec lequel avancer sur le processus électoral. Rachel Kitita. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. C'est quand même assez simpliste de croire qu'il n'y a pas de violation de droits de l'homme et de balayer d'un revers de la main le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Mais ça veut dire qu'entre vous, gouvernement de la République et le BCNDUH, il y a quelqu'un qui ne dit pas vrai. Je ne voudrais pas ici utiliser l'expression ment ou mensonge, mais il y a quelqu'un qui ne dit pas vrai. Parce que dans son rapport, le BCNDUH est clair, plusieurs violations de droits de l'homme, notamment les violations commises par des agents de l'État, et ça pointe du doigt la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo. Peut-être une réaction très musclée de la part du gouvernement, où les FARDC sont mis en cause et les éléments de la police nationale congolaise, plutôt que de nier et de dire que tout va bien, alors que c'est l'image même de l'armée congolaise et de la police qui est mise en mal. Monsieur le ministre des Droits de l'Homme, qu'est-ce que vous répondez au BCNDUH et si cela n'est pas vrai, qu'est-ce que vous demandez pour réparer le préjudice? Merci beaucoup, madame. Je pense qu'à aucun moment j'ai dit que tout va bien, le tableau est effacé, circulé, il ne se passe rien. Non. Il y a des cas de violation des droits de l'homme qui ont été enregistrés, qui sont enregistrés et qui seront enregistrés dans tous les États du monde, même aux États-Unis. En France, on enregistre des cas de violation des droits de l'homme. Mais ce qui est important, c'est d'afficher une volonté manifeste de réduire le plus possible ces cas de violation des droits de l'homme. C'est pourquoi il faut rencontrer justement ces cas de violation des droits de l'homme en amont, en formant. Vous savez, l'une des raisons majeures avancées par ces agents de l'ordre, c'est que nous ne savions pas. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a ratifié un instrument important, l'interdiction de la torture, de l'usage à la torture, pour obtenir des aveux en justice, par exemple, ou toute forme de torture. Toute réduction, d'ailleurs, c'est affirmé même déjà dans la Constitution, la torture est interdite. La réduction à l'esclavage est aussi interdite. Et nous avons des agents qui n'ont pas, des policiers, qui ne savent pas ça. Et il est important de les former. Les rapports du bureau conjoint, les mêmes qui stigmatisent certains cas, c'est le rapport aussi qui dit que nous avons des avancées. Devons-nous seulement nous focaliser sur ce qui ne va pas? C'est vrai, on se focalise, mais lorsqu'il y a quelque chose de positif, il faut aussi le reconnaître qu'il y a quelque chose de positif. Oui, madame. Mais si vous le permettez, monsieur le ministre, c'est quelque chose de positif. Vous le mesurez par rapport à quoi? Mais le rapport parle des violations. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'août. Est-ce que vous avez mené des enquêtes? Vous avez des chiffres qui parlent de la progression dans le sens de diminuer les cas de violations. En termes de chiffres, quels sont les chiffres dont vous disposez aujourd'hui? Madame, vous avez vu tel que je suis venu. Avec cette, j'espère que nous aurons d'autres occasions pour nous voir. Je suis tel que je suis. Mais je pense qu'à notre cabinet, nous avons des chiffres que nous pourrons vous avancer. Les bureaux, nous sommes en étroite collaboration avec les bureaux conjoints d'ailleurs, qui nous facilitent d'ailleurs dans la logistique, même lorsque nous sommes arrivés au niveau de Tshisoukou, où il y a eu des cas graves de violation des droits de l'homme en 2017, si mes souvenirs sont bons. Le bureau conjoint fait du monitoring. Et les cas qui sont rapportés, nous prenons contact avec les services de renseignement, la police, l'armée. Il y a des cas pour lesquels il y a eu déjà des solutions.
mais qui sont répertoriés puisque les faits étant cristallisés. Donc, ne vous en faites pas, madame, et je parle à tout le monde, à l'opinion. Des efforts sont fournis pour réduire le plus possible ces cas de violation des droits de l'homme. Je veux vous lire un extrait de ce rapport, justement, parce que vous en parlez. Le bureau conjoint aux droits de l'homme une diminution de 14% par rapport au premier semestre 2020 et de 20% par rapport à la période correspondante janvier et juin de l'année 2020. Le bureau conjoint dit avoir documenté 3276 violations et atteintes aux droits de l'homme sur l'ensemble du territoire. Cette diminution de nombre est attribuable aux agents de l'État, moins 19%, et les atteintes aux groupes armés, moins 21%. Vous voyez que les cas d'atteinte aux droits de l'homme sont plus recensés du côté du groupe armé. C'est pour vous dire qu'ici, il y a une volonté. Vous savez, madame, quand les militaires s'engagent, c'est la force. Les dérapages. Mais pourquoi pensez-vous que les militaires américains sont immunisés quand ils vont en opération? Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? C'est la première puissance mondiale. Parce que les règles militaires, je suis désolé, c'est la force, c'est la dernière issue. Et donc, lorsqu'on y arrive, il y a forcément des cas de dérapage. Mais ici, il faut considérer que ces cas ne sont pas des cas systématiques. Vous n'avez pas des militaires qui sont rangés, formés pour aller violer les droits de l'homme. Non. Les militaires ici sont formés pour intervenir suivant des règles d'engagement. Mais lorsque vous allez dans un terrain où berce le terrorisme, où on utilise des méthodes parfois abjectes, parfois excédées, il y a des choses qui arrivent. Et c'est des choses que nous condamnons parce qu'il y a des procès. Il y a des inspecteurs de l'armée qui sont en activité. Donc, vous voyez tout ça. On va prendre l'avant-dernière question, Tite et Léonie, et puis ce sera Jules et on va terminer. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vous ai bien suivi lorsque vous avez tenté de parler sur l'instauration de la justice transitionnelle. Et vous avez la tendance d'aller vers une aile, légèrement, pour voir dans quelle mesure on peut répondre aux besoins des victimes. Mais dans autre aile, vous n'envisagez pas les auteurs des exactions, ceux qui ont commis des forfaits. Parlant de ça, monsieur le ministre, avec le plan de restauration et de la paix, comment comptez-vous créer l'équilibre? Parce que c'est un problème qui est en train de déroger aujourd'hui notre espace. Merci beaucoup. J'aurais applaudi, mais je vous applaudis quand même pour une question aussi intelligente. Vous savez, vous savez, il y a ce qu'on appelle des piliers de la justice transitionnelle. Il y a la vérité, mais il y a aussi l'établissement des responsabilités. C'est pourquoi de plus en plus, dans plusieurs États, on parle de la commission vérité et réconciliation. On ne sera pas à l'aise alors qu'on a massacré des membres de Bundudia Congo, continuer à voir les bourreaux, c'est la coulée douce, c'est pavané dans la rue. Il faut établir des responsabilités et amener ceux qui ont commis justement ces crimes à les réparer. La justice classique se focalise sur l'auteur de l'infraction. Mais il y a des juristes ici, et je l'ai dit sous le contrôle de ceux qui nous suivront, lorsque prenons l'auteur de l'infraction meurt, ou qu'on ne le trouve pas, l'action publique s'éteint. Et il n'y aura pas dédommagement, il n'y aura pas indemnisation tant qu'il n'y aura pas condamnation. Parce qu'il faut qu'il y ait une condamnation, ce qui va amener une faute, et un lien de causalité entre ces crimes et les préjudices subis par les victimes. Mais lorsque l'auteur de l'infraction viendrait à mourir, donc l'action publique s'éteint. Mais en attendant les conséquences des crimes demeurent. Vous n'allez pas dire aux victimes de Kakobola ou aux victimes de Mwenga, où les dames ont été enterrées vivantes, que parce que les auteurs, on ne les a pas trouvés, que non, ok, on a effacé les tableaux circulaires, alors qu'on continue à faire les deuils. Pendant qu'il y a ces moments-là, il y a les crimes graves qui ont été commis, la justice transitionnelle voudrait que lorsqu'il y a des crimes graves commis par des préposés de la République, que l'État organise un système de réparation. Ça va dans le sens de créer la cohésion nationale, de donner ce que Ernest Renan a appelé, redonner au fait le vouloir vivre collectif. Dans la République, nous avons été victimes de crimes graves. Les nôtres ont été massacrés. Mais qu'est-ce que l'État a fait pour nous? Il y a des enfants qui n'ont plus de parents, qui n'ont plus ni père ni mère, mais ils doivent étudier. Il faut que l'État organise un système de prise en charge. C'est ça, au fait, la justice transitionnelle. C'est à ça que mais nous n'irons pas juste par le discours.
C'est d'où la raison de la création de ces fonds qui verront le jour dans les jours. Et nous saluons l'implication des chefs de l'État dans ce sens et la première dame qui se fait fort d'accompagner ce processus également. Nous savons que cela verra le jour dans... Non, mais je l'ai dit parce que vous avez suivi dans les médias, nous avons été reçus par la distinguée première dame parce qu'elle en fait un point d'honneur. Et surtout, vous avez parlé ici du docteur Mukwege, qui parle aussi, il n'y aura pas... Le ministère des Droits humains a organisé le premier dialogue bilatéral entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Les États-Unis et les autres partenaires insistent sur la lutte contre l'impunité. Donc, on n'aura pas justice transitionnelle sans établissement des responsabilités. On établit des responsabilités, permettez-moi la répétition, on n'a plus que 8 minutes. Permettez-moi la répétition avec les auteurs de l'infraction qui devront répondre. C'est alors qu'il y aura des réparations organisées par l'État dans le cadre de la justice transitionnelle. Voilà. Je vous remercie. On va prendre une dernière question, Jules Boulembi. Mais c'est ici, il faut faire un point d'honneur sur le sujet parce que nous avons conscience des difficultés. Nous nous engageons à réparer. Et c'est très bien d'avoir mentionné la première dame parce que c'est justement cet engagement qui va aussi booster notre action à ces sujets. Jules Boulembi, une question pour Tossilissa. D'abord, elle bosse à Bosenga. Téléphone isolé là. Basenga ministre Patrick Mouyaya. Tika ba ministre Baloba. Tika ba journaliste ba beta nzoto na nzoto. Na ba ministre. On est dans une philosophie. Avec tout le respect. Il y a thématique. Torokuta na lobby. Torokuta na lobby kuna. Nous on fait pas la polémique. Jules Tozo Yokate. Tozo protéger ba ministre était. Tolobi état de siège, situation des droits humains. Mutuna na bino, il faut zalana sujet du jour. Soki bolingi to betali solo neti ya bakuluna. To remema général à service national. To meni un ministre à droits humains ou ministre à défense. Parce que bobanga na binoté. Bolemba bango poser question à yoto si. Fabrice pour la ba trop assemblée tika loba. Première question. Oui. Comment expliquer en 21e siècle ba prisonnier baliaka vungule? Made so pamba, tomate ezate, pilipili ezate, mbisa ukauka ezate, makose ezate na kati. Est-ce que gouvernement ba wario ezangi mbongo pona ko pesa biloko ko lia na ndenga propre pona ba prisonnier? Deuxième question rapidement pona Sidissa. Au sali tour na est. Mais au bosali ba amigo ya ba conteneur. On a droit de l'homme à respecter na Kalam, na Bandal, na Kasavubu. Ba amigo ba conteneur. Droit de l'homme est à respecter. Fabrice Pouela, aux oloba trop l'Assemblée nationale. Au bêti tour kuna. Natondi Motondi, n'habitez. Voilà. Oui, vas-y, allez-y, parce qu'on doit libérer l'antenne pour le journal. Merci beaucoup, Ndeko Zulu, na Mituna na Yowana. Yasolo Pouela Azakolo Bamingi, Azakina, cadre ya Moussala Nae en tant que parlementaire. Député Oyo Alobakate de Sekaïdi Moussala Naete. Et Tozako Zala très critique na likambo o etali ba etamboleli ya Bulamateng na o etali tour to sali ya ba prison to tamboli na est to tamboli pe na Congo central na Kasai awa pe na Kinshasa. Eloko aliboso eloko yambo koyeba c'est que o etali gestion budgétaire ya ba prison ba bombelaka ba bandeko na biso ba prisonnier ezo dépendre na ministère ya droits humains mais to notaka yango bolandaka ke soki to leki to denotaka to chaka mo koloto makasi na o etali ba condition ya vie ya ba prisonnier na mukola lelo moi changement atako ezana no spectaculaire te si oyoki ke kuna na makala ba komi ko varier même menu. C'est grâce à effort, il y a Bulamatani na biso, mais tokosuka wanate. Au moni budget auto sale la lelo. Ezala qui voté depuis l'année passée na photo moko boyekeno ba prisonnier bazaboy. Or évolution ezali. Donc yango tozo encourager madame ministre d'État, il y a droits humains et puis na cadre pardon madame ministre d'État il y a justice pour que na cadre peut-être il y a collectif budgétaire to revoir budget wana parce na uti ko vivre ngonga moko oyo bazotinda ezalaki na nombre précis ya ba prisonnier or nombre ngo emati na oyo mibale etali ba amigo ya conteneur encore que photo yo kasoni c'est vrai à notre corps défendant et fort de Kosalema pour que
le plus possible de réduire le conteneur wana débat musus mais tant que totali ba oya minene oya miketo ko kitana ba migo nyonso et même oyo pose mokonzi mboka lobaki que il faut bakanga même ba amigo oya aner na oya tali oya mike eza la awa na kalamu olobi un peu partout ba souciat et sika bakangaka papa ba tonga Rome en un jour te to bandaina na bisika minene na kanisi toko benga yo no ndeko zulu toketo inspecter ndenge bako bomba bandeko na bisukuna et on se rendre compte na niveau musala toko sala pendenge to peksa toko beta c'était pour que ba droits humains et à la respecter ma casse. Merci beaucoup na interpellation. Merci chers collègues, merci mesdames et messieurs de la presse. Sur la question de la prison, la ministre de la Justice reviendra. Elle était à Luzumu, elle était à Makala. Si Jules suivait régulièrement les informations, il aurait vu qu'il y a des progrès qui sont faits en cette matière-là. Effectivement, je le confirme. Voilà, la volonté c'est de faire davantage. Merci de vous être mobilisés. Nous nous retrouverons très bientôt parce que nous, le Premier ministre l'a dit, nous sommes dans une dynamique de transparence et de redevabilité. Toroko Sabinoté, nous viendrons dire ce que nous faisons et ce que nous ne pouvons pas faire parce que vous devez avoir la bonne information. Merci et à la prochaine. Merci.